Eh bien, rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Donc, nous sommes toujours le samedi 11 mars 2023 et je continue ma petite croisière à l'intérieur de cet ouvrage de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Comment le concept d'humanité est arrivé à l'humanité, en somme. Alors c'est en lien avec la théorie que je développe et qui justement, que je développe depuis 1900, elle s'est développée entre fin 1999 et 2003, voilà, il y a une vingtaine d'années. Donc, selon ma théorie, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Elle évolue vers son ultime perfection. Voilà. Dans cette ultime perfection, il y a l'accession de l'humanité à son unité. La paix universelle, un fonctionnement universel dont nous avons déjà construit, imaginé les structures, l'ONU, l'OMS, l'OMC, l'UNESCO, l'OIA, l'Organisation mondiale du travail, etc., etc. Toutes les structures, pratiquement pour fonctionner universellement, sont là. Elles ne sont pas encore efficaces correctement, etc. Il faudra encore des décennies, voire des siècles peut-être, pour qu'elles soient vraiment parfaitement efficaces, mais elles sont là. Et donc, nous évoluons vers cette perfection. Cette perfection, selon moi, c'est l'accession, entre autres, donc la paix universelle, la fraternité, etc. Ça, c'est le cocon dans lequel viendra se poser la chrysalide, qui fait qu'un primate naturel aura évolué en humain abouti, en passant par l'homme constructeur que nous sommes, tous les hommes. Nous sommes des hommes constructeurs d'humanité, en somme. On construit cette humanité pour les humains aboutis qui viendront dans quelques siècles encore d'évolution. Voilà. Et donc, alors je lis cet ouvrage, je le découvre en même temps que je le lis, là, par exemple. Et puis je le commente éventuellement. Voilà. Alors j'en suis au tout début, j'en suis à la partie l'humanité promise par l'histoire. Et bien, on va continuer à lire. Voilà. Alors, moi je vais reprendre ici, donc plus ou moins. Alors, ou même là, la vision unitaire. Donc unitaire, la vision de l'humanité unie, hein, l'humanité unifiée, ne manque pas de confusion. Des poètes aux utopistes en passant par Marx, l'imagination ne parvient pas à se libérer du flou. Livré au rêve de l'unité, Victor Hugo écrit dans la préface des Burgraves. Oui, la civilisation est la patrie du poète. Cette patrie n'a d'autre frontière que la ligne sombre où commence la barbarie. Un jour, espérons-le, le globe entier sera civilisé. Tous les points de la demeure humaine seront éclairés. Et alors sera accompli le magnifique rêve de l'intelligence, avoir pour patrie le monde et pour nation l'humanité. Voilà, c'est ce que je préconise, c'est ce que je prévois pour l'humanité. C'est une analyse à travers la logique, hein, simplement. Je dis voilà, nous étions des primates naturels, soumis aux lois de la nature. Nous sommes extraits génétiquement de ce monde naturel pour devenir des hommes constructeurs. Et donc avec tous les progrès que ça a mis en œuvre, entre cette période où nous étions des primates et maintenant, on peut mesurer tous les progrès qui ont été accomplis. Et cette évolution
pour l'instant, on l'a fait de façon inconsciente. Quand on prendra conscience de notre sens, de ce que nous réalisons de façon inconsciente et qu'on pourra le réaliser de façon consciente, eh bien, on aura dépassé l'évolution par la violence, par la barbarie, etc. Et l'homme ne sera plus un loup pour l'homme. Et on ne peut pas échapper à cette finalité, selon moi. Voilà. Donc, je vous renvoie à la lecture de mon site mécaniqueuniverselle.net où j'explique tout ça de façon un peu plus claire. Donc, cette persistance de la philosophie des Lumières, transposée dans une affabulation romantique, se retrouve aussi chez Lamartine. Une affabulation, mais non, c'est une vision, une utopie, c'est une espérance pour Victor Hugo. Et on voit là, aujourd'hui, on voit bien que des choses se sont déjà concrétisées. À son époque, il n'était pas question de construire des structures universelles pour fonctionner universellement. L'ONU, l'UNESCO, etc. À son époque, c'était encore basé sur l'utopie, mais elle était profonde, cette utopie. Et aujourd'hui, on voit qu'on n'est pas loin du village planétaire. On vient de finir de mettre en œuvre cette mondialisation. On l'a mis en dépit du bon sens, de façon inconsciente, de façon donc prédatrice, etc. Mais l'idée était là. L'idée, c'était de fonctionner universellement. Voilà. Alors après, le système prédateur a pris le pouvoir, comme à l'époque de la colonisation. Ceux qui ont eu l'idée de cette colonisation, c'était pour apporter la civilisation, les lumières, etc., à des peuples qu'ils pensaient ne pas les avoir, etc. Donc ça partait d'un bon sentiment, et finalement, les prédateurs ont pris le pouvoir. C'est la même chose là. Mais voilà, tout apporte quelque chose de positif à cette évolution de l'humanité. Donc la mondialisation, même si elle a été au final plutôt malheureuse qu'heureuse, c'est ma conviction, elle a apporté quelque chose de positif à l'humanité, et on va s'appuyer sur ça dans les décennies qui arrivent, quand on sera sorti de la guerre, de la violence, du principe hégémonique, pour évoluer vers le partage du leadership et puis un autre respect. On ira vers cette perfection. Donc je continue. Alors, c'est pourquoi, pour moi, c'est pas de la fabulation romantique. Quand René Jean Dupuy a écrit cet ouvrage en 91, il lui manquait encore des éléments pour voir qu'on est... voilà, il était à la naissance de la chute du communisme, qui était au fond l'utopie qui essayait d'incarner cette évolution vers cette perfection technique. Et donc il y avait cette déception, sans doute, hein, qui était derrière. Bon, peut-être, hein, je ne sais pas. Alors cette persistance de la philosophie des Lumières transposée dans une affabulation romantique se retrouve aussi chez Lamartine. Ce ne sont plus des mers, des degrés, des rivières qui bornent l'héritage entre l'humanité. Les bornes des esprits sont leur seule frontière. Le monde, en s'éclairant, s'élève à l'unité. Cette intuition, les poètes, les grands utopistes, les philosophes, les spirituels, les grandes religions l'ont eue déjà. Et elle est là, et elle n'est pas là innocemment, elle n'est pas là pour rien, elle est là parce que c'est une réalité. Le souci du progrès moral lui paraît inséparable de celui de la connaissance. Il s'agit de savoir si l'on pourra enseigner à l'humanité de se gouverner par la vertu plus que par le vice. Bien sûr qu'on pourra le faire. Et c'est clair que si on ne parvient pas à le faire de façon paisible, l'humanité, elle ne s'embarrasse pas de
de principe, le grand fleuve de l'évolution. Ce qu'il découvre, il le met en pratique. Peut-être que on travaillera sur la génétique pour arriver à faire que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme. Et si au début ça offusquera, l'idée en offusquera, certains, comme toutes les idées novatrices, ont offusqué l'humanité présente. Et puis, à un certain moment, ça finit par s'imposer. Voilà, quand au 19e siècle, ils ont amené les machines qui remplaçaient des hommes, les hommes ont dit on n'aura plus de travail, ils se sont révoltés contre cette idée. Et puis, voilà, la machine, à un certain moment, remplacé l'homme, apporté son bénéfice et en même temps ses problèmes, etc. Voilà. Et donc, ça sera la même chose pour cette idée-là. Les anticipations de Marx sont de sens inverse à cette vision utopique spirituelle, en somme. Le salut temporel de l'homme n'est pas le préalable, mais la conséquence de l'avènement de l'humanité. Voilà, alors que pour le spirituel, c'est le préalable, le salut temporel. Pas le préalable, mais il faudra passer par là. Il faut arriver à ce que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, à ce que l'homme soit spiritualisé en somme, mais pas lié aux religions, qu'il ait atteint un degré d'empathie, de bienveillance, d'amour du prochain, etc., suffisant pour que l'humanité arrive à sa paix, quoi, à la paix. Voilà. Et donc, alors chacun puisera, pour Marx, selon ses besoins dans les ressources collectives. Se rattachant au mythe de l'abondance, le marxisme attend cette rédemption de la quantité. D'où son insistance à prétendre concevoir l'humanité non plus comme une abstraction, mais comme une réalité qui émergera de la mise en place universelle de la société sans classe, sans nation, sans État. Ben oui, c'était ce qu'il imaginait, c'est au bout du bout de l'utopie. Et en fait, on va vers cela aussi. C'est clair que y a un certain moment, l'humanité sans classe, lorsque l'humanité sera finie techniquement, lorsqu'on l'aura construite de façon parfaitement écologique, parfaitement interconnectée, parfaitement avec la possibilité de voyager sans épuiser les énergies, en ayant abandonné les énergies fossiles, etc. Dans 200-300 ans, l'humanité, c'est clair qu'on aura dépassé tout ce qui nous pose un problème aujourd'hui, un problème écologique. On aura résolu ça. Là, on voit bien qu'on a mis les deux pieds dans le plat de l'écologie et que l'humanité veut aller dans ce sens et ira dans ce sens. Donc, c'est clair qu'on aura atteint cela. Donc, si on a fini de construire l'humanité, qu'il ne reste plus qu'à en jouir, en fait, il n'y a plus rien à construire, on ne sera plus dans de l'obsolescence programmée, on n'aura pas besoin d'être dans le commerce, de continuer de détruire et reconstruire pour que le business tourne. Le business aura fini, en somme. On sera sorti de cet état-là. La société de classe, elle n'aura plus besoin d'être là, puisque la société de classe, elle sert à construire l'humanité. Et les nations, c'est aussi ce qui nous sert à construire, parce qu'on est en lutte de nation entre nations, etc. Cette émulation qui se fait violemment, malheureusement encore, elle sera dépassée. Ce qui aura acquis de l'importance, ça sera l'humanité universelle. Ça sera notre universalité, en somme, notre unité. Et comme il a fallu dépasser, à un certain moment, il y a 1700 ans,
La France, c'était pas la France, elle n'était pas unifiée, c'était des fiefs et chacun se réclamait de son fief. Voilà, j'appartiens au comte d'Orange, moi j'appartiens à un tel, etc. J'ai dévisé sur sa terre là-bas, etc. Donc l'appartenance à ce moment-là était à un autre niveau. Et puis il y a eu un roi qui a décidé, un prince qui a décidé d'unifier la France. Et il a réussi après des dizaines d'années de violence, de lutte, etc., etc. Il est parvenu à unifier la France et progressivement, ben, on se sent français. Voilà, au lieu de se sentir et peut-être dans 2 siècles ou dans un siècle, eh ben si on continue à monter dans les unifications, ben on se sentira, les êtres humains se sentiront européens peut-être, et puis d'autres asiatiques appartenant au continent asiatique, d'autres appartenant au continent africain. Et les nationalités seront diluées à l'intérieur de quelque chose de plus grand en attendant d'arriver à l'appartenance universelle. Voilà. Mais la visée intuitive, c'est l'appartenance universelle. Nous y allons progressivement. Il faudra encore beaucoup de temps, mais nous allons vers cela. Et l'humanité, elle est passée du clan. Voilà, quelques clans, ce sont des clans familiaux, ont accepté d'autres clans, ça a fait des sortes de groupes humains un peu plus vastes, puis plusieurs groupes humains comme ça se sont rassemblés en tribus, et ils appartenaient à une tribu, ils sont venus avec leur propre, euh, leur propre religion, en somme, croyances, euh, et puis plusieurs tribus ont fusionné dans des cités, amenant leur... Moi, je crois en telle divinité, moi en telle divinité, moi en telle divinité. Et ce qui a fait dans une cité le polythéisme, peut-être, ça s'est passé comme ça. Et puis plusieurs cités se sont réunies pour devenir des pays. Et puis plusieurs pays voilà, deviennent des communautés. Les pays ont évolué en nations, c'est un cran au-dessus. Et puis les nations, plusieurs nations se sont réunies pour devenir des concerts de nations, l'Europe, voilà, etc. L'ASEAN, l'OUA, etc., etc. Donc, euh, érigé en principe dynamique, le travail finira par produire l'unité du genre humain. Voilà ce que pensait Marx. Alors, dans une humanité réconciliée par le dépassement des contradictions, le communisme aura mis fin à l'histoire de la violence. Et c'était son but. Et c'est clair que s'il a échoué dans ce but-là, parce que l'utopie, l'humanité aurait adopté cette vision, parce qu'elle est beaucoup plus proche du cœur humain, de l'état d'âme humain. Mais le communisme, d'abord, a voulu tuer le religieux, l'idée du divin, et ça c'est impossible, parce que d'abord, il y a ce principe créateur à l'origine de l'univers et donc de l'humanité et de nos croyances. Donc, c'était déjà, il a braqué les peuples à cause de ça. Il a braqué le peuple en le privant de liberté, en surveillant, en devenant... et en rentrant dans une sorte de dictature. Alors à partir de là, les peuples de l'URSS, qui composaient l'URSS, ils n'ont pas supporté et ils ont renversé, en somme, le communisme. Mais c'est entièrement sa faute. C'est pas une question de valeur. La plus grande partie de ces valeurs du communisme étaient bonnes pour le peuple. Les peuples l'auraient adopté. Voilà. Mais
il fallait qu'ils prennent le meilleur du libéralisme, c'est-à-dire la liberté de conscience, la liberté de s'exprimer, etc., la liberté d'entreprendre, et avec ses propres qualités du communisme, fraternité, égalité, partage, voilà, bienveillance, toutes les qualités que les valeurs fondamentales du marxisme proposaient. Donc, et puis en plus, cette utopie d'aller vers une humanité entièrement réconciliée, unifiée, paisible, etc. Tout ça, c'était le peuple aurait acquiescé à ce genre de vision. Mais simplement, c'était des dictateurs qui l'ont mis en œuvre et donc ça ne pouvait pas fonctionner. L'espoir de la conversion de l'homme anime le rêve de Fourier d'un socialisme universel, affranchi de l'État et fondateur de l'unité du genre humain. Voilà, à cette époque-là, fin du XIXe siècle. Le XIXe siècle est le siècle de toutes ces utopies-là qui se sont mises en place. Elle n'est pas absente non plus de la vision de Pierre Leroux, qui demande le développement du civisme, mais auteur d'un livre intitulé « De l'humanité, de son principe, de son avenir ». Voilà, je suis dans cette lignée-là. J'ignorais totalement, quand j'ai travaillé à cette vision utopiste, j'ignorais totalement que des penseurs avaient déjà pensé tout ça. C'est plus tard que je me suis rendu compte que ma vision n'était pas unique en son genre. Voilà, simplement, elle a 100 ans de plus, d'évolution de plus. Donc je bénéficie de 100 ans d'évolution supplémentaire, ce qui donne une vision peut-être un peu plus logique encore que ce qu'il pouvait prôner. Mais je ne connais pas leurs écrits, donc voilà, si ça vous intéresse, je pense que ça vaut le coup de lire ces auteurs-là, justement. Alors, les Fourier, les Pierre Leroux, etc. Donc, chez lui, le mythe de l'unité prend assise sur la solidarité qui elle-même suppose l'égalité. À partir d'une mystique naïve, il voit dans le progrès une approche de Dieu. Voilà, alors là, je pense que... Moi, je suis plus... Je pense que les deux veines sont fondamentales. Le côté spirituel, l'idée que Dieu, qu'il y a un principe créateur, donc que nous sommes des créatures divines, donc qu'on doit respecter l'homme parce qu'il est et toute la création, parce qu'elle est divine, quoi. Hein, elle est voilà, donc il y a ce côté, il y a le côté spirituel dans l'être humain, et il y a le côté matériel dans la société, dans l'écrin qui doit accueillir l'humain accompli de l'avenir. Donc, son mérite est de concevoir une humanité en devenir. Son illusion d'imaginer qu'elle bénéficie d'un perfectionnement continu. Son illusion, non. Et c'est, alors là, je ne suis pas d'accord, mon cher René Jean Dupuis. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que c'est une illusion. Mais bon, voilà, à l'époque, je pense que en 1991, je comprends qu'il pouvait le penser comme ça. Son illusion d'imaginer qu'elle bénéficie d'un perfectionnement continu. Bien sûr que c'est ça, ce perfectionnement. Et malgré le pire qu'on passe, parce que l'humanité, elle a dû passer par des choses qui
qui était hallucinante, voilà, passée par 39-45, par le nazisme et sa criminalité permanente pendant 5 ans, le désastre qu'elle a fait dans l'humanité, 14-18 également, etc., euh, pourrait nous faire penser que c'est une illusion, que l'humanité est plus proche de son extinction. Voilà. Sauf qu'on sort de ça, du pire, on l'évite toujours presque à la dernière minute, hein, parce que là, par exemple, Hitler était pas loin d'avoir des armements hallucinants, et peut-être la bombe atomique. Et imaginons un Hitler avec la bombe atomique, ça aurait été, voilà, on peut voir ce qui peut se passer. Donc, évidemment qu'on est aussi encore dans un moment de danger, un moment dangereux, mais on dépasse tous ces moments. L'humanité a constamment dépassé le pire et s'en est sorti vainqueur et plus haut dans son, avec un perfectionnement continu justement, malgré cela. Entre 1900 et 2000, eh ben, on est passé par des choses horribles. Et même, voilà, là, en 90, quand il écrit cet ouvrage, l'Occident est en train de ravager le Moyen-Orient, le Proche-Orient. C'est clair que on pourrait se dire, et maintenant, voilà, encore 30 ans après, on a créé une nouvelle guerre en Europe. On pourrait dire, bon, ça peut nous désespérer en fait. Mais l'humanité sort de tout ça vainqueur et un peu plus élevée dans sa progression. Du moins, alors bénéficie son illusion d'imaginer qu'elle bénéficie d'un perfectionnement continu, du moins en insistant sur la solidarité qui, au-delà des contemporains, se prolonge entre les générations. Il énonce une vérité, alors jusqu'où ça va ? Il énonce une vérité que le monde actuel s'efforce de reconnaître, notamment dans le domaine de l'environnement. Ceux qui le dégradent assassinent leurs petits-enfants. Et encore là, à son époque, 1991, on prenait conscience de ça, mais les dirigeants étaient tout à fait dans le cynisme de dire, bon, on n'y croit pas, voilà, c'est le réchauffement climatique, c'est une blague. Je ne me souviens plus qui c'est, un homme politique qui parlait de tout ça. Bref, on était on était tout à fait sceptique, et puis on continuait, et puis on est rentré dans la mondialisation, l'excès, complètement l'euphorie du business, et totalement insouciant, inconscient, enfin bref, et ravageur en plus. Et pour arriver 30 ans après à se dire, bon, il y a un gros problème, il va falloir vraiment rectifier le tir, et c'est ce qui nous arrive là en ce moment. Et l'humanité se dirige dans ce sens-là. Elle s'oriente vers l'écologie. Alors, le concept de patrimoine commun de l'humanité, appliqué par les Nations Unies à l'espace cosmique, aux corps célestes et aux fonds marins internationaux, repose sur la responsabilité de ceux qui les gèrent, tenus de transmettre intact, sinon améliorer, l'héritage à ceux qui viendront. Voilà, justement, l'utopie était là, la philosophie était là, mais les politiques se foutaient complètement de tout ça. Ils s'en sont pas. La théorie était là, mais ils n'avaient pas les moyens de mettre en pratique tout ça. On commence à le faire.
Pour Pierre Leroux, l'humanité est appelée à prendre forme dans une association établie sur la propriété indivise et sur l'intégration super-étatique. Mais oui, voilà. Le mythe de la fusion dans l'unité procède de l'idée que, pour être égaux, les hommes doivent être identiques. Voilà. Et c'est pas ça. On ne doit pas être identique, c'est pas le fondement. On doit avoir le même état d'âme, la même vision universelle, la même aptitude à gérer nos pulsions négatives, pulsions de domination, pulsions de thésaurisation des privilèges, pulsions d'agressivité, pulsions, etc., etc., toutes ces pulsions-là, et on y parviendra, voilà. Mais ce n'est pas une question d'être identique. Vision aussi séduisante que sommaire. Par une réduction de toutes les fractions au même dénominateur, une manière d'arithmétique sociale éliminerait les conflits. C'est pas ça qui va éliminer les conflits, c'est le pire qui va éliminer le conflit. Peut-être que là, cette guerre qui est en train de se faire, par l'obscénité qu'elle amène, et peut-être par la révolte du monde, justement, peut-être que le monde va commencer à pointer du doigt l'Occident et en disant, bon, ça va, on a compris votre mécanique, on a compris que vous avez besoin d'ennemis, que vous êtes un peu sans foi ni loi, que vous pouvez provoquer jusqu'au bout les autres, ça suffit. On en a marre, soit on se range de l'autre côté, du côté des pays émergents, soit si vous continuez à être sourd à ce que nous vous demandons d'améliorer, de changer comme comportement. Alors voilà, ou peut-être qu'il y aura une déflagration encore plus violente, quelque chose qui, avec deux guerriers qui finissent épuisés et qui disent bon c'est bon, allez on fait la paix et maintenant on passe à un degré au-dessus. C'est ce qui s'est passé à la fin 39-45. Ils ont signé, après s'être ravagés, les belligérants, les deux côtés qui étaient en combat, hein, l'axe, je ne sais plus comment il s'appelait, Japon, Italie, Allemagne, et puis de l'autre côté, voilà. Donc, et arrivé à la fin, il y en a un qui a le mal a été anéanti, en somme. Et il a signé la paix, l'armistice, la paix, etc. Il a été partagé, il a été... Et l'humanité a fait un bond social. On est sorti avec le comité de la résistance, avec ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, quelque chose qui a été vraiment un progrès social, un progrès éthique, voilà, une vision très importante de la société. Donc, conception quantitativiste qui fonde l'harmonie sur l'égale disposition des biens par les individus, sans voir que les sociétés sont toujours mouvantes et les rapports d'égalité, à supposer qu'ils puissent être établis, toujours remis en question. Mais oui, là, il ne se projette pas assez, René Jean Dupuy se projette pas assez loin dans le futur. Évidemment, ça nécessite de dire, je pense à un monde peut-être qui adviendra dans 2, 3, 400 ans, 500 ans. Mais voilà, si on ne peut pas se projeter assez loin, on ne peut pas comprendre que l'humanité va vers sa perfection, évidemment. Et c'est très compliqué de projeter son esprit si loin, en fait, dans la vie, parce que on est limité par notre temps de présence sur Terre. C'est 100 ans qui nous environnent, quoi. On arrive à penser 20, 30 ans après nous, éventuellement, mais grand maximum.
voilà, ça nécessite un autre effort d'esprit. Et à cette époque-là, ce n'était pas possible de le faire, cet effort-là, pour René Jean Dupuy. Donc, au demeurant, cette immobilisation fait peu de cas des pulsions, du désir qui agresse des hommes, bien au-delà de la satisfaction des besoins matériels. Et évidemment, même à son époque, le fait, par exemple, de travailler sur le gène ne pouvait pas même être imaginé. Et qui sait si l'humanité ne décidera pas de travailler sur le gène pour si elle découvre que l'homme, je ne sais pas, mais c'est, par exemple, qui dit que ça ne sera pas une solution? Qui dit que ça sera pas, qu'il y aura peut-être une autre solution? Ça sera de mettre de la psychologie vraiment de façon intense, une fois que l'humanité sera un peu unifiée et paisible, de mettre de la psychologie très tôt dans l'éducation, dans l'école, pour aider les parents, etc., voilà, pour développer l'empathie, pour enlever justement les maltraitances qui peuvent conduire un être humain à être un danger pour autrui. Voilà, ou le narcissisme qui est enseigné ou qui est transmis par l'éducation, on pourra certainement agir dessus. Bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites. Qui sait ce que l'humanité utilisera pour que l'homme soit de moins en moins un loup pour l'homme? C'est ce qu'elle fait depuis l'origine de l'humanité. Elle travaille là-dessus inconsciemment et voilà, si elle a toujours utilisé les moyens à son service. À un certain moment, ça a été la religion qui était le moyen de, de, pour contracter, pour anéantir les pulsions humaines. C'était l'idée du péché, l'idée d'être châtié dans l'au-delà, la peur, etc., et qui a été utilisée par les religions pour obliger l'homme à maîtriser ses pulsions. Ça a été la technologie aussi, voilà, quand le progrès technique qui a été mis au service de l'homme, eh ben, oblige l'homme à maîtriser ses pulsions pour conduire, pour tenir une machine, voilà, il est obligé de travailler sur la maîtrise de soi, en somme. Alors, c'est la vertu. Alors, à l'inverse, bon, où est-ce que j'en suis? Oui, c'est ça. À l'inverse, la vision de l'humanité plurielle la maintient dans sa complexité. Proudhon la situe aux antipodes de l'unification héritée du centralisme jacobin. C'est la vertu du fédéralisme que d'assurer l'union dans le maintien des diversités. Alors, chacun détenait une partie de la vérité. En fait, c'est ça, c'est que tous ont raison, mais pour une petite partie. Le communisme avait raison dans une certaine mesure, le libéralisme a raison dans une certaine mesure, pour une certaine partie, la religion a raison pour une petite partie, le capitalisme ou l'anarchisme a raison pour une petite partie, etc. C'est pourquoi il est intéressant de prendre le meilleur de chaque idéologie, de chaque chose. Voilà. Donc, son horreur de l'autorité et de l'État, entreprise hiérarchisante qui admoneste ses sujets comme une divinité détourne Proudhon de tout rassemblement de l'humanité dans un super-État. Ainsi apparaît une séparation tranchée avec une autre interprétation du fédéralisme intégrationniste et super-étatique préconisée notamment par Georges Sell,
que je ne connaissais pas au siècle suivant. Pour Proudhon, la fédération n'est pas... Alors au siècle suivant, c'est-à-dire au nôtre, au XXe siècle, quoi, apparemment. Pour Proudhon, la fédération n'est pas concevable entre des États centralisés. Par ailleurs, le monde étant commandé par des antinomies, elles ne peuvent se dépasser. Il faut seulement que se développent les accords entre les communes, les travailleurs et les employeurs, les producteurs et les consommateurs, entre tous les groupes sociaux. Alors, les antinomies dont il parle seront dépassées. C'est clair que, voilà, il n'y aura pas... tout ça, c'est destiné à être dépassé, évidemment. Et dépasser tout ce qui est source de conflits, source de problèmes, source de domination, source voilà, de violence, etc., etc. Aux yeux de Proudhon, ce serait une cité morte ou oppressive. La marche des sociétés est oscillante. Alors, bien sûr qu'on pourrait imaginer que ça pourrait être une dictature si on est dans un système étatique, mais si on a dépassé toutes ces contradictions, si on n'a plus besoin du commerce, tout ce qui arrive, les denrées, on a besoin d'être nourri, d'avoir de l'eau, d'avoir en fait de quoi a besoin l'homme pour être épanoui. Voilà, d'un toit. Si les toits sont à tout le monde, si on peut marcher comme actuellement, on le fait par exemple avec quand on fait le Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a partout des gîtes, voilà, où on peut s'arrêter. Pour l'instant, c'est payant, etc., etc. Mais qui dit que tout ne pourrait pas appartenir à tout le monde, c'est-à-dire que ça soit des endroits où voilà, ben, on serait des nomades de l'humanité, en somme. On peut arriver à quelque chose comme ça et que tout soit à disposition. Voilà, chacun travaille un peu pour cueillir ce qu'il faut cueillir, pour la solidarité, mais sans qu'il y ait besoin d'argent. Et on voit bien qu'on s'éloigne même de l'argent. On s'éloigne même de la virtualité, de la matérialité de l'argent. Donc, on n'est pas loin de toute cette idée-là, en somme. Tout se construit derrière cette idée quand on sait regarder de façon pointue notre évolution. On voit que tout ce qu'on crée, ça va dans ce sens-là. Donc, aux yeux de Proudhon, ce serait une cité morte ou oppressive. La marche des sociétés est oscillante, mais le pluralisme est essentiel à leur vie. Spontané et primitif, il doit devenir volontaire et conscient. On baigne dans l'immanence. Voilà. Et bien, on va arrêter là pour cette vidéo, qui a été assez longue. J'espère que ça vous parle. Si vous trouvez que c'est assez intéressant pour être un peu promu sur la toile, je vous engage à mettre des petits pouces, des j'aime là, et à vous abonner à la chaîne, et puis à diffuser ces idées, voilà, qui sont à tout le monde. Hein. Merci de votre écoute, et puis à très bientôt.